Maintenant, il y a un certain nombre de questions qui restent, qui seront la valorisation de la compétence, ce genre de choses sur lesquelles, oui, on va insister. Mais ce n'est pas forcément, je veux dire, un aspect qui va se traduire par des normes sociales et autres, et des engagements autres que ceux qui sont purement contractuels. Donc pas de plan de carrière, mais en même temps, alors on va aborder Non, maintenant... mais attendez, il y a des plans de carrière, on peut en discuter, mais la majorité des gens ne fait pas une carrière au CICR. Alors, il y a des gens qui passent un peu plus de temps, alors j'en suis un exemple vivant. Alors oui, on peut en discuter avec la hiérarchie, oui, il y a certainement la question la plus nécessaire dans ce genre de cas, c'est de pouvoir alterner entre des postes, on va dire, abrasifs et d'autres qui le sont moins, on pouvoir alterner entre des postes qui sont sur le terrain et d'autres qui sont plus au siège. Et c'est en fait d'avoir une carrière qui, si elle se centre sur une même institution, offre néanmoins à celui qui la pratique un nombre de champs d'action et d'activités tout à fait divers. Marc-Antoine. Oui, une petite précision peut-être, parce que la responsabilité sociale des entreprises, qui est une notion qui est très populaire maintenant, ne concerne pas que la gestion des ressources humaines au sein de l'entreprise. C'est une question de responsabilité qui d'ailleurs pointe une dimension pénale aussi. C'est très important, et c'est pour ça que je voudrais soulever le débat aussi avec les humanitaires. Donc de responsabilité non seulement vis-à-vis de ceux qui travaillent pour l'organisation, donc en termes d'accidents du travail, pourquoi pas de sécurité, effectivement les plans de carrière, etc. Mais pas seulement. Il y a aussi surtout ce qu'ils appellent les stakeholders, les parties prenantes autour de l'entreprise. Donc ça va être aussi les populations environnantes. Donc sur la question par exemple de la gestion de la corruption, l'interdiction qui est faite aux entreprises de corrompre, il y a des règles de l'OCDE, est-ce qu'on va les appliquer aux humanitaires ? La responsabilité sur... Alors la pollution se posera moins, je crois, comme problème pour les humanitaires que pour l'industrie. En revanche, sur la relation avec des groupes armés, est-ce qu'on les rémunère ? Est-ce qu'un jour, on ne va pas retrouver à la Cour pénale internationale des chefs, des responsables de compagnies pétrolières qui seront accusés de complicité de crimes de guerre parce qu'ils ont financé des logiques guerrières ? Et pourquoi pas peut-être un jour aussi les organisations humanitaires ? C'est une vraie question que je pose. C'est-à-dire que pour avoir accès aux victimes, il y a des compromis qui sont faits. Et ce n'est pas seulement sur le registre de la corruption que ça se joue, c'est même au niveau des employés locaux. Tout à l'heure, on abordait un petit peu la question, mais il y a parfois des pressions très fortes qui s'exercent pour les ONG intervenant du Nord dans des pays du Sud en guerre, pour le type de recrutement. On va vous imposer, je ne sais pas, en pays Dinka au Sud-Soudan, d'employer des Dinka et pas des Équatoriens et pas des Nuers, etc. Donc il y a du coup une sorte de discrimination pas vraiment positive qui peut se jouer à la fois sur les ressources humaines employées par l'acteur humanitaire, sur sa relation avec les milieux d'affaires locaux, parce qu'après tout, l'organisation humanitaire est aussi un acteur économique. Il faut se fournir en essence, il faut louer des maisons, à qui on les loue ? Si on les loue aux seigneurs de guerre, il y a une vraie question qui se pose là. Donc voilà, c'était un peu ça que je voulais démarrer comme débat, mais il est trop tard, sur la responsabilité sociale des entreprises et dans sa dimension pénale également. Laurent ? Oui, bon, je pense que dans cette dimension-là, je veux juste rajouter un certain nombre de choses. Mais ça, de nouveau, on revient à ce que disait Eric tout à l'heure. Dans une organisation de cette taille, avec un budget qui avoisine le milliard d'euros pour 2011, il y a forcément nécessité de cadrer un certain nombre de choses, à commencer par des pratiques et des procédures. Donc oui, il y a des codes de conduite qui existent, qui sont purement internes, en répertoriant un certain nombre de pratiques sur lesquelles... qui sont particulièrement, qui sont totalement interdites. Alors la corruption en fait partie, etc., mais pas exclusivement. C'est aussi toutes les questions de trafic de drogue ou autre. C'est des questions de pratiques sexuelles tarifées. C'est des questions de ce genre. Ça, c'est déjà... Mais à part ça, ces codes, il y en a de multiples types. Et évidemment que ça concerne également les achats, ça concerne également toute la logistique et particulièrement les questions de logistique médicale. Ça concerne évidemment des pratiques concernant l'embauchage, le recrutement d'employés nationaux dans un nouveau contexte en tenant compte des disparités ethniques, religieuses et de genre. Donc tout ceci fait aujourd'hui l'objet de certaines, on va dire, d'une tendance à la régulation, on est bien d'accord, mais je crois que ça fait partie des adaptations
au monde d'aujourd'hui pour éviter justement de se retrouver à un moment donné dans des situations particulièrement difficiles ou d'y laisser, sans avoir pris les précautions pertinentes, des gens qui, par mégarde ou pour d'autres raisons, ont commis des actes que nous réprouvons de manière générale. Alors, il nous reste 5 minutes pour ce débat. Donc, on a parlé de la formation, puis du départ, puis de l'action sur le terrain. Il nous reste à évoquer rapidement, mais ça peut faire l'objet peut-être d'un autre débat plus tard, la réinsertion, le retour. Que peut-on faire ? En fait, je pense qu'il y a vraiment un service qui est proposé aux gens individuellement, mais aussi aux organisations humanitaires. Il y en a 5 actuellement qui ont passé un partenariat avec Résonance. Et je crois que professionnalisation, ça rime aussi ça peut rimer aussi avec externalisation de certains services. Et si tout à l'heure j'entendais, oui, on le voyait aussi sur la vidéo, les durées d'engagement se prolongent, les gens restent plus longtemps. Moi, ce que j'entends parfois, c'est de la part de certains recruteurs d'ONG, et ceux qui ont passé un partenariat avec Résonance, ils l'ont passé pourquoi ? Pour mieux fidéliser leur personnel. Parce qu'ils ont certains chefs de projet qui leur disaient, moi, au bout de 2 ans, je reviens en France, ou je reviens en Europe, ou aux États-Unis, parce que sinon, je vais être barré sur le marché de l'emploi. J'aurais perdu mon réseau. Le fait de mettre en place des dispositifs type Résonance humanitaire, de développer, de cultiver des réseaux, ça permet aux gens de rester dans leur mission, de capitaliser l'expérience, qui est vraiment nécessaire pour toutes les ONG, capitaliser l'expérience, et avoir des chefs de projet qui restent plus longtemps. Donc, on parlait, Julien, tu parlais des revenus. Il y a différents leviers pour permettre de capitaliser l'expérience des ONG, fidéliser le personnel, à la fois le personnel national et le personnel local. Et juste avant de te passer la parole, Christophe, sur ce qu'on fait à Résonance humanitaire, il y a une chose qui est un peu délicate ici dans ce débat, c'est que on met, et c'est pour ça qu'on a créé Résonance humanitaire, les humanitaires, ils souffrent de quoi ? Des amalgames. C'est-à-dire quand ils reviennent à Paris ou ailleurs, on leur dit « Ouais, toi, tu es un humanitaire ». Moi, si on a créé Résonance humanitaire, c'est pour casser ces amalgames, pour arrêter de mettre tous les humanitaires dans le même sac. On voit bien, là, qu'entre le mode de fonctionnement du CICR et le mode de fonctionnement de Première Urgence, ou de telle ONG, de CCFD, il y a des différences énormes. Et ce n'est pas les mêmes types d'engagement ils sont liés, effectivement, on parlait de taille critique, il y a aussi des fondements philosophiques, des fondements religieux, etc. Et donc, il y a une diversité. Donc nous, à Résonance humanitaire, nous, on est juste là en soutien. Je me défendrai, et je voudrais éviter qu'il y ait des malentendus, c'est que, bien sûr, qu'il faut une diversité, mais s'il faut une diversité de modes d'engagement, de modes de fonctionnement, etc., il faut aussi derrière des gens qui sont solidaires des personnes engagées. Parce que ces sociétés de consommation, etc., elles sont impitoyables, et c'est individualiste, et on ne retrouve pas ce côté, je dirais pas ce corporatisme, mais cet esprit de corps qu'on peut trouver quand on est dans une ONG. Ouais. Témoignage, 2 minutes, et on terminera donc le débat sur votre témoignage. Christophe Kuckelberg, Résonance, c'est beaucoup de choses. C'est un réseau d'entraide, un réseau de placement dans de nouvelles carrières professionnelles. C'est bien sûr d'abord une écoute qui est dispensée aux gens qui viennent de retour de mission, tâcher de se repositionner personnellement, professionnellement. On veille à Résonance à l'adéquation entre les projets personnels et professionnels. Belle capitalisation d'expérience déjà, important, et puis en même temps une évolution permanente. Voilà, je voudrais juste rajouter un mot, c'est que l'équipe de bénévoles, elle est de plus en plus étoffée, et on a une quarantaine de consultants en ressources humaines qui ont chacun leur spécificité en outplacement, en bilan de compétences, en préparation d'entretien à l'embauche, et ça fait au final une très belle équipe où plusieurs consultants peuvent à tour de rôle intervenir sur un accompagnement. Donc c'est quand même très très riche aussi comme service rendu aux adhérents. Je remercie donc nos intervenants de cette soirée, de ce débat, et vous donne rendez-vous pour un prochain 5 à 7 dans 2 mois, je pense. Et puis je remercie aussi l'équipe du CICR, Ghislaine Doucet, qui a préparé ce débat, et puis Frédéric Joly qui le met en image et en son. Merci à vous, merci à tous.